La planche de culture est le point de départ pour réussir une production de qualité en pépinière ornementale en contenant. Cette capsule vidéo est divisée en 3 parties. Le concept de la planche de culture sera d'abord présenté, puis vous verrez la mise en place, ainsi que les informations nécessaires à leur construction et à leur entretien. Enfin, les méthodes culturales pour optimiser l'utilisation des planches seront abordées. La production en contenant, qui consiste à produire des végétaux en pot, comporte de nombreux avantages. Elle permet d'allonger la période de plantation, de croissance et d'expédition des plants. Il est possible de produire à une plus grande densité qu'en champ et la manutention des plants est grandement facilitée. Ce type de production permet un contrôle plus aisé de certains aspects de la production, comme l'irrigation, la fertilisation et le substrat. Cependant, ce type de production nécessite des arrosages plus fréquents qu'en champ. L'eau ne doit pas s'accumuler au sol et le drainage doit être adéquat sous les pots. De plus, les mauvaises herbes peuvent rapidement envahir le sol sous les contenants. Enfin, il faut penser à protéger les végétaux qui doivent passer l'hiver avec des couvertures hivernales. La planche de culture devient alors un outil indispensable pour optimiser la production en contenant. La planche de culture est une structure permanente sur laquelle les végétaux seront produits. Elle peut durer plusieurs années et offre de nombreux avantages pour faciliter la production en contenant. Les principaux avantages d'une planche de culture sont qu'elle permet d'optimiser la gestion des mauvaises herbes, d'installer un système d'irrigation et de tuteur, de favoriser le drainage, de faciliter la manutention des végétaux, d'aider à l'hivernage des plants et enfin, elle peut s'installer sur n'importe quel type de sol. Les planches peuvent être construites avec différents matériaux selon le budget. La planche la plus commune est une planche recouverte d'un géotextile tissé. D'autres sont faites de gravier ou d'asphalte recyclé. La planche de gravier est peu utilisée puisqu'il est plus difficile d'y circuler avec aisance et que le contrôle des mauvaises herbes y est plus ardu. De plus, le gravier est laborieux à nettoyer, comme à l'automne par exemple, lorsque les feuilles et les résidus de végétaux s'accumulent au sol. Le choix du site pour la mise en place de planches de culture dépend de plusieurs facteurs et des spécialisations de la pépinière. Si la pépinière produit à la fois des cultures en champ et des cultures en contenant, il serait préférable de choisir les sols de moindre qualité, comme les sols argileux, pour installer les planches. En pépinière, les sols loameux à sablonneux sont idéaux pour la production en champ. Enfin, il faut choisir un site où il y a un accès à l'eau pour l'irrigation des végétaux. Les planches de production doivent être conçues pour qu'il n'y ait aucune accumulation d'eau. L'ensemble de l'installation devra offrir un bon drainage puisque des quantités importantes d'eau sont appliquées et qu'une bonne proportion de celles-ci tombe à côté des contenants ou percole à travers ceux-ci. Voici une coupe transversale d'une planche de culture représentant différents matériaux utilisés pour sa construction. Le sol en dessous doit pouvoir se drainer adéquatement, ainsi, les sols d'origine sablonneuse ou les loams sablonneux seraient idéaux pour ce type d'installation, tout comme ils le sont pour une plantation en champ. À la lumière de ces informations, le choix de l'emplacement n'est donc pas toujours facile. Les dimensions d'une planche de culture peuvent varier selon l'espace disponible. Les dimensions d'une planche dite standard sont d'environ 45 à 50 pieds de largeur
et varie d'environ 100 à 750 pieds de longueur. La largeur de 45 à 50 pieds a été déterminée en partie à cause des géotextiles tissés disponibles sur le marché et en partie à cause des patrons d'irrigation. Enfin, cette largeur permet aussi une certaine efficacité au niveau du travail. Les géotextiles offerts pour le recouvrement des planches sont disponibles dans des largeurs de 12, 12,5, 15 et 15,5 pieds. En assemblant 4 bandes de géotextiles de 12 ou 12,5 pieds, on arrive à une largeur finale d'environ 45 à 50 pieds. Les bandes peuvent être collées ou cousues en usine par le fournisseur ou encore cousues sur place avec une machine à coudre portative. La largeur de 45 à 50 pieds est également la dimension optimale pour l'installation d'un système d'irrigation par asperceur. En effet, la portée générale des asperceurs est d'environ 22,5 à 25 pieds ou de 45 à 50 pieds. Il est plus facile de travailler sur une planche de cette largeur plutôt qu'avec une largeur de 100 pieds, par exemple. La distance à parcourir est moins grande pour le déplacement des végétaux, l'arrosage et les autres opérations, ce qui rend les pratiques culturales plus efficaces. Bien, en fait, ici, on a 3 largeurs de plantes différentes. Pourquoi on a 3 largeurs de plantes différentes? C'est beaucoup les époques. Dans le fond, la pépinière ici est une des premières pépinières de production à avoir fait de la production en pot au début des années 80. Puis, c'est beaucoup ce qui se faisait à l'extérieur qui a fait en sorte de la dimension des sections. C'est parti, dimension moyenne, nous, ils ont 90 pieds, qui était dans une portion de la pépinière qui était inclinée. Donc, on récupérait l'eau dans le bas des sections. Après ça, suite à quelques autres voyages, on est allé à des dimensions beaucoup plus grandes. L'idée, c'était qu'il y avait moins de perte d'espace à cause des chemins. Donc, on pouvait avoir plus de plantes dans une planche. Par la suite, là, on est arrivé sur une portion un petit peu plus plane de l'entreprise. Donc, on a rétréci les sections à 60 pieds, qui fait en sorte que chaque côté, on a fait des petits bombés, chaque côté, on récupère l'eau avec des drains. Puis c'est largement les sections préférées pour toute opération dans l'entreprise, que ce soit pour ramasser la cueillette des commandes. Tu n'as pas de longues distances à parcourir sur la section. Pour le travail aussi, des fois, ça peut être intimidant, rentrer dans une section de 150 pieds par 300 pieds pour faire des travaux. C'est beaucoup plus motivant pour les travailleurs aussi de travailler dans des petites sections. Pour les traitements aussi de phytoprotection, là, avec des petites sections, ben, nous, c'est un espèce de canon qui pulvérise sur les planches de section. Donc, le croisement là, des jets est plus facile dans les petites sections. Ici, on a une planche de 60 pieds de large par 290 de long. On a plusieurs différentes grandeurs. On essaye le plus possible de se standardiser. Par contre, ce qu'on fait, c'est quand on fait un développement pour nos conteneurs, on va surtout adapter nos planches selon la grandeur qui est disponible sur nos terres. On va adapter l'irrigation. Comme ici, une planche de 60 pieds, il va y avoir 3 lignes d'irrigation pour être capable de couvrir bien le 60 pieds, tandis qu'on a des planches aussi de 210 pieds par 45 de large, donc plus étroit. On va avoir besoin seulement de 2 lignes d'irrigation à l'extérieur seulement pour bien couvrir les plantes au complet. Ici, on a plusieurs sections, ça varie beaucoup. Nos plus petites sections sont 75 pieds de long puis 125 de large. Puis nos plus gros sont 216 pieds de long puis 70 pieds de large. Fait que ça peut varier beaucoup entre ces deux-là. Ici, ma grandeur préférée, ce serait ces sections-là. Sont 125 pieds de long puis 80 de large. J'aime ces sections-là parce que, quand on fait les commandes ou l'entretien dans les arbres, les sections sont un peu moins longues, fait que ça fait moins long à marcher. Puis aussi, c'est idéal pour quand on fait nos traitements phyto, le canon est capable de poigner dans le centre de nos rangées. Fait que ça aussi, ça joue beaucoup dans pourquoi c'est une de mes sections préférées. Puis aussi, je l'aime beaucoup parce qu'on a mis des poteaux de Hydro-Québec, que ça nous rend nos fils bien beaucoup plus solides. Vu qu'ils vendent beaucoup ici, là, ça nous donne une chance d'éviter le bris de les fils, puis la sécurité des arbres. Finalement, il est important que les planches soient uniformes entre elles pour rendre leur utilisation efficace. De plus, il faut prévoir un espacement suffisant entre les planches d'environ 10 à 20 pieds
pour le passage de la machinerie. Lorsque le terrain est plat, il faut créer une légère pente qui permet l'évacuation de l'eau. Il existe 2 modèles de planches selon la pente, soit les planches concaves et les planches convexes. La planche de production concave est conçue pour que l'eau soit dirigée vers le centre de la planche où un dallot central assure son évacuation. Le dallot doit toujours être fonctionnel, être bien dimensionné et être nettoyé régulièrement pour que l'eau ne s'accumule pas sur la planche. Au Québec, avec la fonte des neiges au printemps et les gels à l'automne, le drain central peut s'engorger ou rester gelé et alors inonder la planche. Ceci peut nuire à l'hivernage des végétaux et lors de l'enlèvement des protections hivernales au printemps. Voilà pourquoi ce modèle est peu utilisé au Québec. Le deuxième modèle est la planche convexe ou bombée. Le sommet est au milieu de la planche et l'eau est évacuée sur les côtés. C'est le modèle le plus utilisé au Québec. L'eau peut cependant s'accumuler aux abords des chemins si la conception des planches ne favorise pas le drainage. Si l'eau s'accumule dans les allées, cela peut rendre la circulation de la machinerie plus difficile. Ce phénomène est souvent observé sur des sites où le sol d'origine est argileux. Nous verrons plus tard comment pallier ce problème. Il faut également s'assurer du bon fonctionnement des drains qui peuvent être endommagés par la circulation des véhicules ou être bouchés par des accumulations de matière organique. Étant donné qu'il est habituellement trop friable et trop instable, le sol de surface peut être enlevé. Après cette opération, le sol ainsi exposé peut être compacté pour améliorer sa stabilité. Cependant, si l'objectif est de pouvoir réutiliser ces parcelles à d'autres fins et de ne pas affecter le prix de revente du terrain, la couche arable peut être conservée. Aussi, dépendamment du type de sol, il peut être nécessaire d'ajouter une membrane non tissée, également appelée feutre, entre le sol d'origine et les agrégats qui formeront la planche. Le bénéfice de cette installation-là, c'est d'éviter les agrégats de rentrer ou de migrer dans le sol original en dessous. Et ce que ça provoquerait, c'est qu'avec le poids, le trafic, il y aurait un affaissement du sol en surface. On se retrouverait avec un sol qui serait pas égal du tout. Et accumulation d'eau, des bosses et des trous. Alors, c'est vraiment une étape essentielle pour faire en sorte que nos planches vont rester de bonne qualité et utilisées pendant plusieurs années. En fait, c'est les mêmes types de membranes qu'on propose, qu'on suggère pour l'établissement de planches en pépinière que les membranes pour les routes. C'est exactement la même chose. Même type de fabrication, c'est du géotextile non tissé, fait à partir de fibres de polypropylène. Évidemment, il y a des caractéristiques différentes dépendant de ce qu'on recherche comme résistance mécanique et conception de projet, mais on parle exactement du même genre de produit. Le sol qui se trouve sous la planche doit être nivelé selon le modèle choisi. La pente doit être de 1 à 3 %. Dans le cas d'un terrain déjà pentu, la pente ne devrait pas excéder 5 %. Après avoir nivelé le sol, il faut appliquer une couche d'agrégat d'environ 4 à 6 pouces d'épaisseur. L'agrégat permet de stabiliser la structure et de favoriser le drainage. Si l'épaisseur de la couche d'agrégat n'est pas suffisante, il y a plus de risque d'entraîner une déformation des planches et par conséquent une accumulation d'eau et de mauvaises herbes. Plusieurs types d'agrégats peuvent être utilisés, comme les mélanges de gravier de type 0,3/4, le gravier 3/4 ou bien le sable. Le choix des agrégats dépend de plusieurs facteurs. En voici quelques-uns. Le gravier en mélange 0,3/4 se compacte bien, il est durable et il se draine bien. Ses principaux désavantages sont premièrement l'usure prématurée du géotextile si la circulation est intense et deuxièmement, une conservation sous-optimale des plants durant l'hivernage. Le gravier 3/4 possède l'avantage d'être drainant et durable. Cependant, cet agrégat est celui qui use le plus le géotextile parce qu'il se compacte difficilement.
Le gravier bouge beaucoup avec la circulation et les aspérités des roches frottent sur le géotextile et l'endommagent. De plus, puisqu'il se compacte moins bien, la circulation y est plus difficile et cet agrégat est le moins optimal pour la conservation des plants durant l'hivernage puisqu'il contient plus d'air. Le sable permet un bon drainage. Selon le type de sable choisi et s'il est bien compacté, il permet une durée de vie beaucoup plus grande pour les géotextiles qu'avec les graviers. De plus, il offre une surface sur laquelle il est beaucoup plus facile de circuler, même avec de la machinerie. Le choix du type de sable est essentiel, car s'il ne se compacte pas bien, il finira par créer une masse mouvante sous le poids des contenants et des travailleurs, ce qui mènera à la formation d'aspérités indésirables. L'utilisation d'un sable spécifique de compaction peut être privilégiée. Fait qu'il y a plusieurs façons de construire les sections. Il y a soit en gravier, qui va être de la pierre du 0,3 quart, ce qu'on appelle, ça va coûter à peu près 9 piastres la tonne, ou bien du sable à compaction. Du sable à compaction, c'est ce que je préfère ici, parce que nous, dans notre région, il y en a de disponibles, et c'est 5 la tonne à peu près. Mais c'est important que ce soit du sable à compaction, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où est-ce que le sable, les grains de sable sont trop gros. À ce moment-là, ils vont rouler, puis jamais la section va devenir dure en dessous. Ici, bien, le sable à compaction, l'avantage qu'il y a, c'est que nos sections, nous, on met un plastique dessous la toile tissée. En fait, c'est pour la récupération d'eau et ça fait en sorte que dessous mes sections, il y a des endroits, des années qu'il n'y a pas eu d'eau directement dessus. Fait qu'ils sont devenus pratiquement durs comme du ciment. Nous, on embarque sur toutes les sections ici de la pépinière avec notre machinerie sans aucun problème. Quand on fait du développement, justement pour les conteneurs, on travaille beaucoup avec le sable. Nous, ce qu'on vise, c'est éviter le plus possible les variations de température. Si, exemple, on met un tapis de roche avant de mettre une toile, ce que ça crée, c'est que ça va créer de l'air en dessous de notre toile. Puis quand on va faire un protocole d'hivernation, il va y avoir des plus grandes variations de température. C'est ça qu'on essaye de diminuer le plus possible. Donc, notre setup à nous, c'est qu'on installe le sable sous les planches, on compacte, on installe nos toiles par-dessus et on enfouit notre irrigation à l'intérieur de tout ça. Et du même part, quand on utilise le sable, ça permet aussi d'avoir un bon drainage durant l'été. Donc, on peut arroser 1 heure de temps, on laisse essorer 1 heure, puis on est capable de marcher sur les toiles sans créer de trous de trous. Nous autres ici, dans la pépinière, on a choisi ces parcelles de terre ici parce que c'est très glaiseux. Fait que c'est pas vraiment cultivable pour nous autres. Fait que c'était l'endroit parfait. Ici, pour commencer la construction, on a enlevé une bonne pied de glaise, d'argile. Après ça, on met un peu de screening tapé. Puis après ça, on amène beaucoup de voyages de sable de compaction. Fait qu'avec ça, on fait une belle petite pente que l'eau ne s'accumule pas sur les planches. Puis après ça, on met une géotextile aussi après. Fait qu'à part d'avoir les sections avec le sable de compaction, on avait fait les sections qui construisent dans asphalte recyclé. L'histoire en arrière de ça, c'était qu'on était pour relonger ces sections pareilles. Puis quand on avait appelé la compagnie d'excavation pour venir nous faire la sable de compaction, ils étaient en train de faire le 112 qui n'est pas trop loin de nous autres. Fait que ça a donné en sorte qu'ils cherchaient une place pour le domper. Puis ça venait vraiment moins cher à faire construire un tapis ou un aire de contenant conventionnel. Fait qu'on a pris le guess, on a fait charrer tout le 112, ou partie de le 112 ici à la pépinière toute la nuit. Puis ça a nous coûté la machinerie pour le taper, les pentes, mais on est vraiment contents, c'est solide. La seule affaire qui est moins fun pour les employés, là, quand il fait vraiment chaud, si vous êtes sur l'asphalte. Puis aussi, les arbres, ils ont besoin peut-être un peu plus d'eau à cause de ça. Mais c'est très solide, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'accumulation d'eau. Puis on peut rouler dessus avec les machineries, les 4 trous s'il faut. C'est très solide. Le sable est l'agrégat qui assure le meilleur taux de survie pour la conservation des plants au niveau de l'hivernage. La structure de ces différents agrégats-là va faire que la quantité d'air, d'eau contenue à l'intérieur des bases de planches de culture va offrir des caractéristiques physiques différentes d'un type de planche à l'autre. C'est-à-dire que la conductivité thermique, la diffusivité thermique et autres
va faire qu'une planche avec du 3/4 net ou une planche avec le sable vont faire réagir la température dans les contenants de façon différente en hiver. L'IGDO a fait un projet justement pour comprendre ce phénomène-là, puis à la lumière de ce qu'on a appris, c'est qu'on peut dire que le sable va faire que la variabilité des températures va être moins grande que dans le 3/4 net, par exemple. Ça, de façon concrète, ce que ça veut dire, c'est que dans les périodes froides en hiver, les températures vont descendre beaucoup moins basses. Et dans les redoux, les températures vont remonter beaucoup moins hautes. Puis ça, si on peut expliquer de façon très sommaire pourquoi ce phénomène-là arrive, c'est que je vous dirais que principalement, le 3/4 a beaucoup d'air dedans. Le sable a beaucoup moins d'air. Ça, c'est la raison principale. Il y en a d'autres, là. Ce qui fait que le 3/4 net ou le 0,3/4 va avoir une couche isolante entre le contenant puis le sol mère, le sol d'origine. Le sol d'origine, c'est que je dirais, je dis souvent à mes producteurs que c'est comme un rond de poêle qu'on met à l'eau. Tant et aussi longtemps que le sol d'origine reste les températures restent en haut de zéro, les contenants profitent de cet apport d'énergie-là pour rester à des températures plus élevées. Quand il y a une couche isolante entre le sol d'origine et le contenant, là, on perd ce phénomène-là. Donc, les pots sont directs. Les températures à l'intérieur des pots sont directement tributaires de la température de l'air et des températures en dessous des couvertures aussi. L'eau d'irrigation et de pluie qui tombe sur la planche peut être récupérée. Il suffit d'ajouter une membrane plastique sous le géotextile. De chaque côté de la planche, entre celle-ci et le chemin, il faudra ensuite installer un tuyau ou un drain français pour récolter l'eau et finalement ajouter du gravier très drainant, comme du 3/4 net, sur le dessus. Ici, depuis le début, l'importance a tout le temps été... En fait, la pépinière, elle a été construite sur la base de la récupération d'eau, parce que c'est une ressource quand même relativement limitée et on a réussi à prendre de l'expansion dans notre entreprise grâce à la récupération d'eau. Les étangs sont les mêmes qu'au début des années 80. Mais comme on récupère de plus en plus d'eau, nous, c'est environ 95 % de la pépinière qui est en récupération. Il y a des endroits encore un petit peu plus limités à ce moment-là. Nos sections, de la façon qu'elles sont construites, c'est un petit bombé avec le sable qui a environ 1 pied sur 30 pieds de dénivelé. Puis, on a un plastique qui fait une loupe à 2 pieds de profond dans un canal qui a environ 30 cm de largeur. Il y a un drain de plastique, un drain français perforé, qui est enfoui par du gravier 3/4 net. Fait qu'à ce moment-là, toute l'eau descend. Ça nous fait quand même un bon réceptacle d'eau. Quand il y a des grandes journées de pluie assez intenses, des déluges, ça fait comme une réserve, parce que sinon le drain ne pourrait quand même pas le capter. Fait que ça fait quand même une bonne réserve d'un coup. Donc, notre pépinière reste toujours relativement sec à ce moment-là. Puis toute cette eau-là est retournée à notre étang principal d'irrigation. Comme on voit ici dans cette surface-là, à la surface, ce qu'on voit, c'est un géotextile tissé. Souvent, c'est appelé membrane tissée ou géo simplement. Plus spécifiquement, c'est un géotextile tissé. Les géotextiles tissés ont été développés à l'origine pour surtout la filtration. Garder les surfaces propres, facile à nettoyer aussi. Même pour les routes aussi, ça servait au début pour stabilisation également. Alors, évidemment, en pépinière, ça fait en sorte, étant donné que c'est une certaine perméabilité, ça fait en sorte que l'eau passe à travers, mais c'est vraiment une surface très, très propre qui empêche les mauvaises herbes de passer à travers aussi. Donc, au niveau résistance ou protection contre les mauvaises herbes, protection contre les maladies, facile à nettoyer, on enlève les résidus du sol à la fin de la saison. Alors, c'est vraiment un matériel qui est très, très, très efficace et très utile pour les pépinières. C'était développé au départ pour les routes, filtration,
Il y avait des besoins dans ce sens-là. Et aussi, même pour l'horticulture, ça fait plusieurs décennies, il y avait des besoins. Au départ, évidemment, les pots étaient placés sur du sol original. Évidemment, là, les problèmes de mauvaises herbes, beaucoup. Alors, avec un géotextile tissé sous les contenants, on a une surface qui est très, très propre. Alors, il y avait un besoin qui a été créé et qui a été rempli avec le temps. Plusieurs compagnies de membranes offrent des produits équivalents et de différentes qualités. Comme mentionné précédemment, les géotextiles tissés sont disponibles en diverses largeurs et elles peuvent être cousues ou collées pour augmenter la surface de recouvrement. Le tissage est un élément à considérer lors du choix d'un géotextile. Plus le tissage est serré, plus le géotextile sera durable. Aussi, le tissu ne doit pas être imperméable à 100%. L'eau doit pouvoir passer à travers pour se drainer. L'épaisseur du tissu, sa résistance aux ultraviolets, aux déchirures et au piétinement sont d'autres critères à considérer lors du choix d'une membrane. Les géotextiles tissés, il y en a différentes catégories. C'est selon le poids, la densité et la permittivité qu'on recherche aussi. Alors, c'est comme du simple au triple au niveau du poids et de la qualité de fabrication. Il y a des géotextiles qui sont tissés vraiment très, très, très serrés, donc un petit peu moins de permittivité. Par contre, qui sont beaucoup plus résistantes que d'autres. Évidemment, si on veut mettre un géotextile non tissé sous les tables, on n'a pas besoin d'avoir la même densité ou le même tissage que si on l'utilise, par exemple, en pépinière où on va avoir beaucoup de trafic. Alors, à ce moment-là, on peut économiser un petit peu lorsqu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Par contre, en pépinière, c'est vraiment important d'utiliser le produit le plus résistant possible, évidemment à cause des risques de rupture, les intempéries à l'extérieur, le trafic. Alors, c'est pour ça qu'il existe différentes catégories selon les besoins qu'on a. La durée de vie, c'est une question que je ne peux pas répondre avec un chiffre. C'est vraiment, vraiment dépendant du trafic, l'usage qu'on en fait, la préparation en dessous. Si la préparation a été bien faite, ça va durer plus longtemps. Mais le principal facteur ou le pire ennemi des géotextiles ici, c'est vraiment les rayons UV. Alors, si la couverture est presque à 100 %, donc le soleil touche très, très peu le géotextile, il va durer beaucoup plus longtemps. Par contre, si on a beaucoup d'air ouvert, beaucoup d'espace entre les contenants, bien, la durée de vie va être un peu plus courte. En pépinière, c'est assez simple, les critères. Moi, j'en vois un. Prenez le meilleur disponible sur le marché. Le plus épais, le plus dense, le plus solide. On sait ce que ça coûte en main-d'œuvre de remplacer les géotextiles tissés. C'est très, très cher. En équipement aussi. Alors, il y a une différence de prix environ de 30 % entre le plus léger que vous pouvez trouver, même 40 % des fois, avec le plus dense que vous pouvez trouver, le plus résistant physiquement là, aux déchirures, au poinçonnement et tous ces critères-là. Alors, c'est très, très rapidement récupéré juste en économie de main-d'œuvre. Si vous remplacez, par exemple, sur un certain nombre d'années, 2 fois votre géotextile tissé au lieu de 3 ou 4, le 30 ou 40 % est vraiment pas important. Les allées entre les planches ne servent qu'au déplacement de la machinerie. Celles-ci doivent être recouvertes d'un agrégat, soit du gravier de type 0,3/4, 3/4, de l'asphalte recyclé ou d'autres types d'agrégats. Il faut s'assurer que ces agrégats recouvrent toute la surface comprise entre deux planches. Il faut éviter les bandes engazonnées et l'accumulation de substrat dans les allées, puisqu'à force d'être piétinées, ces dernières deviendront boueuses. Les allées peuvent alors rapidement devenir infestées de mauvaises herbes. Mais pour nos allées entre les planches de culture, c'est du 3/4, du 0,3/4 qui est mis dessus, compacté. Nous, on repasse au rouleau compacteur par-dessus pour s'assurer qu'elles sont assez fermes et que l'eau aussi percole vers les drains qui sont en bordure des sections. Il est important de nettoyer régulièrement les surfaces des planches de culture. Avec le temps, il peut y avoir des amas de sable, de terre ou de résidus végétaux qui s'accumulent, ce qui favorisera l'implantation de mauvaises herbes sur la planche.
Les géotextiles doivent être inspectés et réparés s'ils sont endommagés. Les allées doivent être nettoyées et il faut y contrôler les mauvaises herbes constamment. La planche nous permet d'optimiser la quantité de peau disposée sur une surface donnée en facilitant son entretien, son transport et d'autres opérations culturales comme l'hivernage. Les contenants utilisés en production sont de grosseur variable, allant en général de 1 à 5 gallons pour les vivaces et les arbustes et de 5 à 25 gallons pour les arbres. Ils peuvent être disposés de diverses façons sur une planche de culture. Pour optimiser l'espace, les vivaces et les arbustes peuvent être placés en quinconce ou bien collés. Les arbres en pot sont principalement disposés en ligne. Sur nos planches de culture, qui majoritairement ont 60 pieds par 300 pieds de long, on va mettre environ 8500 pots de 2 gallons, 6200 pots de 3 gallons et 3500 pots de 10 à 15 gallons. Et à ce moment-là, c'est des arbres. Ça, c'est incluant nos allées entre chacune de nos petites sections. Dans la section de 60 pieds par 290 pieds, si on utilise des pots de 2 ou 3 gallons, c'est le même espacement pour nous. On va être capable de rentrer 6390 pots. Par contre, si on déciderait de faire une rotation en 7 gallons, qui est particulièrement les cèdres qu'on fait en 7 gallons, avec l'espacement, parce qu'un cèdre, c'est plus haut, donc il demande plus d'espacement qu'un arbuste, on serait capable de mettre 3705 pots dans la même section. Ici, sur ces sections ici, qui est 125 de long puis 80 de large, on peut mettre jusqu'à 75, 25 gallons. On peut mettre jusqu'à 80, 20 gallons. Puis le plus petit le pot qui s'avance, mais le plus qu'on peut mettre dans une rangée. On peut aller jusqu'à 107 gallons dans ces rangées de même. Les planches de culture permettent aux producteurs d'utiliser certains systèmes d'irrigation. Le système le plus communément utilisé pour des contenants de 1 à 5 gallons est le système par aspersion. Ainsi, sur une planche de production standard de 45 à 50 pieds de large, le patron idéal pour la distribution de l'eau serait le patron triangulaire à 3 lignes avec des asperceurs en quinconce espacés aux 22,5 à 25 pieds et d'une portée d'aspersion de 25 pieds. Il y a également le patron à 2 lignes qui est lui aussi utilisé. Avec ce patron, les asperceurs sont installés aux 50 pieds en quinconce et ils ont une portée d'aspersion de 50 pieds. Toute la pépinière, on utilise des sprinklers directionnels. On aime travailler avec les lignes à l'extérieur. Comme ça, si jamais il y a des contraintes avec le vent, bien, on pourrait dire on va faire des 360 degrés pour compenser avec le vent, pour être sûr qu'on navigue toujours à l'intérieur de nos planches. En fait, nos planches de 60 pieds de large ont une ligne supplémentaire au centre. C'est sûr qu'il y a plus d'eau au pied carré dans une planche de 60 pieds à 3 lignes qu'une planche de 45 pieds à 2 lignes. Donc, dans les endroits où est-ce qu'on a 3 lignes, on pourrait utiliser des végétaux qui demandent plus d'eau durant leur croissance que d'autres. Dans la production de multicellules et de contenants de 1 à 5 gallons, certains producteurs utilisent aussi le système d'irrigation à rampe ou le matelas capillaire. Idéalement, la pente où on installe les matelas capillaires ne devrait pas être plus que 0,5 %. Sinon, on n'obtiendra pas le meilleur des matelas capillaires et on risque d'être déçu des résultats. Comme il va y avoir du trafic sur le matelas capillaire, soit à pied ou avec des chariots ou même avec des équipements un peu plus lourds, sous le matelas capillaire, il faudrait installer un géotextile non tissé encore, un genre de feutre, pour protéger le polyéthylène qui est en dessous des matelas capillaires. Parce qu'avec le temps, avec le trafic, c'est certain qu'on va le percer et on va perdre de l'eau par là. Fait que c'est vraiment une étape qui est vraiment importante. Dans le cas de contenants de grosseur supérieure à 5 gallons, des systèmes goutte à goutte, des micro-asperceurs ou des gaines perforées, également appelées drip tape, seront privilégiés. La verse des plants en contenant est un problème important en pépinière, surtout dans la production d'arbustes, de thuyas et d'arbres feuillus. Sachant que la verse entraîne une perte de croissance, une perte d'engrais
ou le bris des végétaux et qu'il faut généralement beaucoup de main-d'œuvre pour relever les pots, il est utile de trouver un moyen pour les maintenir debout. Sur des planches de culture, différents types de tuteurs peuvent être utilisés. On peut utiliser des supports de métal préformés ou des tuteurs avec poteaux et fils. Malgré les nombreux avantages qu'offrent les planches faites de géotextiles tissés, celles-ci peuvent parfois entraîner certaines conditions qui peuvent nuire à la production. Il est important de connaître ces différentes conditions. L'IGDO fait des projets sur l'hivernage on fait quelques projets sur l'hivernage depuis plusieurs années. Puis on en profite à chaque fois pour laisser les sondes de température qu'on utilise pour ces projets-là dans les contenants et dans la canopée qui se situe ici à peu près durant tout l'été. On essaie de comprendre comment varient les températures en fonction de la période de l'année, puis des plantes aussi. Ce qui fait que ce qu'on a observé, puis on s'en doute bien, là, c'est que les températures sont beaucoup plus élevées dans les contenants, puis dans la canopée, que les températures de l'air. Ces projets-là nous ont permis d'apprendre qu'il y a des différences de 0 à 10 degrés plus chaud dans les contenants par rapport à la température de l'air. Puis ça, c'est causé parce que les pots sont noirs, les planches de culture sont noires, et ça a comme conséquence, ces températures beaucoup plus élevées-là dans les contenants puis dans la canopée, qu'il y a certaines périodes de la journée où, puis plus concentrées durant les canicules, où la plante arrête de pousser. Il y a même des cas où la température sur le côté des contenants ici, sur le côté sud, est tellement élevée que les racines sont endommagées. Je pense entre autres au cas des tuyas, où c'est clair, là, on voit très bien que sur le côté sud, il y a pas de... le système racinaire est très peu développé ou pas développé, puis les racines vont se développer sur le côté nord. Géotextile tissé, ce qu'on voit principalement, c'est la couleur noire. Puis je pense que la raison, il n'y a pas vraiment personne qui s'est posé la question. Je pense bien que les colorants noirs sont peut-être un peu moins chers que ceux qui sont rouges, verts ou blancs ou d'autres couleurs. Il y a certains inconvénients, avantages, évidemment. Noir, évidemment, ça absorbe la chaleur. Ça peut être un avantage au printemps parce que ça fait monter la température autour des contenants un peu plus rapidement et peut-être partir les plants un peu plus tôt. Par contre, dans les grandes chaleurs, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de canopée, ça peut être un inconvénient. Alors, la couleur, il existe différentes couleurs présentement déjà. Il existe du blanc, il existe du vert. Il faut penser qu'à l'origine, les fibres qui sont utilisées pour faire ces tissés-là, avant que les colorants soient ajoutés, ils sont presque transparents. Donc, à peu près n'importe quelle couleur peuvent être faites au niveau du géotissé. Blanc, je vois certains avantages, entre autres, réflexion de la lumière pour les plantes. Donc, on peut penser à peut-être une croissance un peu plus rapide. Il y a l'inconvénient un peu tantôt du noir dans le blanc, ça serait que ça prendrait peut-être un peu plus de temps au printemps pour faire fondre la neige, la glace et augmenter la température. Et le blanc, à moyen terme, ça ne reste pas blanc, je pense pas. Alors, il va devenir peut-être brun, peut-être un peu gris, un peu sale. Mais à court terme, je pense que blanc serait positif, serait avantageux, mais c'est relativement temporaire parce qu'il ne restera pas blanc très, très longtemps. Mais c'est possible. Toutes les couleurs sont possibles de faire, d'abord. Peu importe la couleur du géotextile tissé, qu'il soit blanc, vert, rouge ou noir, la matière première, la fibre qui est utilisée est exactement la même. C'est juste une question de coloration. À la dernière étape, il y a un colorant qui est ajouté, mais tout le reste, c'est la même fibre, le même matériel. Le géotextile noir est vraiment le plus populaire, de loin. J'ai vu des géos blancs dans certaines installations, surtout en serre, pour réflexion de la lumière. C'est le principal avantage que je vois, c'est ça. Puisque ce que les utilisateurs m'ont mentionné aussi. En pépinière, honnêtement, j'en ai visité beaucoup en Amérique du Nord. Je n'ai pas vu de pépinières qui ont un géotextile tissé blanc au sol. Même, on a des clients en Arizona, sud de la Californie, et les géotextiles tissés sont noirs aussi. Pour terminer, la production en contenant sur planche de culture offre de nombreux avantages. Une bonne installation au départ et un choix judicieux des matériaux permettront à vos planches de durer plusieurs années et vous permettra d'obtenir une belle production de végétaux
optimisée et de qualité.